avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, Nicolas Tenzer, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Corentin Le Fur, bonsoir, et bienvenue à vous également, adjoint LR au maire d'Aubonne, c'est dans le Val d'Oise. Pierre Jacquemin, bonsoir, bienvenue, rédacteur en chef de la revue Regard, et nous attendons Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on jette un coup d'œil à cette liste La République En Marche qui a été dévoilée tout à l'heure en conférence de presse. Juste quelques noms, ce fameux duo de tête Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, une jupéiste, un écologiste, ancien ministre de François Hollande, Marie-Pierre Védrenne, directrice de la Maison de l'Europe de Rennes et marcheuse de la première heure, Jérémy Deserle, président du syndicat des jeunes agriculteurs, il vient tout juste de démissionner, Catherine Chabot, ancienne navigatrice adhérente du MoDem, Bernard Guetta, ancien journaliste au Monde et à France Inter, Irène Tolleret, conseillère départementale de l'Hérault, spécialiste des questions agricoles, et il y en a d'autres évidemment. Corentin Le Fur, est-ce que vous diriez, comme Yannick Jadot, que c'est une liste fourre-tout ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette liste ? En tout cas, c'est une liste caractérisée par un fort panachage. On a le sentiment un peu d'une grande Ça, c'est une manière douce de dire liste fourre-tout. Ah, bah écoutez, on peut être parfois un petit peu plus doux. Si on peut être moins doux, si vous y tenez, on est un peu face à une grande usine de recyclage quand même, qui se caractérise en 3 grandes catégories. Quelques écolos qu'on est allé un peu chercher à droite à gauche, à commencer par le numéro 2 de cette liste. Un grand paquet de divers gauches très divers. Et puis, quelques agirs jupéistes, on va dire, récompensés pour bons et loyaux services après la nomination du ministre de la Culture. Donc on a un petit peu, oui, effectivement, une tambouille, on n'a pas totalement compris quelle était la cohérence. Il y a d'ailleurs même des grosses contradictions. On a des écolos assez radicaux, et on a, vous l'avez dit vous-même, le président des jeunes agriculteurs, donc quand même très proche de la FNSEA avec le lobby que ça implique. Donc on a un petit peu de mal à comprendre quelle est la cohérence générale, le message voulu. Nicolas Tenzer, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de cohérence dans cette liste. Je pense qu'en fait, il y avait un choix. Vous savez, quand vous êtes une grande surface, par exemple, ou bien un magasin de vêtements, une enseigne de vêtements, ou bien un lessivier, vous avez le choix. C'est-à-dire que soit vous avez uniquement une enseigne, une marque, soit vous décidez d'avoir plusieurs marques. Alors Emmanuel Macron a fait son marché. Et il a fait effectivement le choix d'avoir une seule marque. Alors que pour une raison très simple, parce qu'il considérait qu'en regroupant dans une même liste des personnalités assez diverses, ça lui donnait le plus de chances possible de vaincre le Front National. Et, enfin, le Rassemblement National. Oui. Je pense que ça, c'était l'objectif. L'autre choix, c'eût été... Et l'autre choix, c'eût été, effectivement, de dire, voilà, on a une liste avec des marcheurs purs, on a une liste Agir, et puis on a des sympathisants écologistes, mais qui sont avec nous. C'est une liste avec 3 listes de la majorité, regroupées avec une sorte de pacte, d'alliance au Parlement européen. Et là, on ratissait plus large. Globalement, on pouvait avoir beaucoup plus d'élus. En revanche, en termes symboliques, évidemment, c'était beaucoup moins fort, puisque les chances, disons, de remporter les élections par rapport au Rassemblement national étaient plus faibles. Donc voilà, il y avait 2 choix, avec, encore une fois, dans les 2 cas, des avantages et des inconvénients. Pierre Jacquemin, l'idée, c'est finalement aussi de séduire tout le monde. Tout le monde en a pour son compte, finalement, dans cette liste. Emmanuel Macron ne retient pas les leçons, visiblement. Il sait prendre le temps pour faire un casting qui peut ressembler à effectivement à la démonstration que je suis de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, mais quand même, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un symbole. Le symbole, c'est la tête de liste, c'est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau a un parcours qui est un parcours de technocrate, qui n'est pas un parcours de militante politique. Et ça dit aussi beaucoup de l'absence de vision et de l'absence d'envie de faire de la politique à l'échelle européenne. Pourquoi ? Nathalie Loiseau a un parcours, je vous le disais, c'est certes une européenne convaincue. Elle a un peu le profil d'une Fontaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette femme politique qui a fait tout le parcours européen et qui n'est pas là pour imposer une vision de ce que doit être l'Europe. L'Europe, il faut quand même ne pas oublier une chose. L'Europe n'est pas une puissance économique. L'Europe n'est pas une puissance diplomatique. Elle a probablement une vision. C'est la vision d'Emmanuel Macron. Non, la vision d'Emmanuel Macron, on l'a vu dans sa tribune d'ailleurs. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition politique de créer une Europe sociale, de créer une Europe qui soit une Europe forte de manière économique à l'échelle européenne. On l'a vu avec le passage de Xi Jinping en Europe. Il y a un message qui est donné, c'est la technocratie et le fédéralisme. Oui, c'est la technocratie avant tout. Et puis par ailleurs, juste pour finir sur justement la composition de cette liste, c'est quand même une liste qui est quand même très peu diverse. On voit quand même que ce sont des profils qui quand même se ressemblent assez finalement.
plutôt jeunes, certes, des blancs, beaucoup, des hautes professions. On est dans une crise sociale où il y a un signal fort qui a été envoyé par les Gilets jaunes, qui est de dire « représentez-nous » ou alors non, justement, ne nous représentez pas, mais faisons en sorte que ceux qui nous représentent à l'échelle européenne nous ressemblent. Ils ne ressemblent pas à la population française aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont en position éligible ne ressemblent pas à la population française. Jean-Sébastien Ferjou arrive tout juste pour nous donner son avis sur cette liste La République En Marche, où on disait, Yannick Jadot parlait de liste fourre-tout, Corentin Le Fur parlait de grand panachage. Quel est votre avis ? Puis de recyclage. Puis de recyclage. Il y a toujours deux manières de regarder la réalité, effectivement. La non, mais la politique, ça peut être deux choses. Mais je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est pour ça que je vous donne quand même les deux. La politique, c'est aussi de faire vivre ensemble des gens qui, a priori, pouvaient avoir des divergences. Et c'est clairement le cas avec Pascal Canfin, qui s'était montré assez critique sur la politique environnementale du gouvernement, notamment au moment du départ. Les médias se sont chargés de ressortir les archives. De monsieur Hulot. Oui, mais moi, à l'inverse, je trouve que ça a un côté un peu facile parfois, parce que précisément, la démocratie, c'est aussi de savoir construire des solutions politiques et de rassembler des gens qui, avant, ne s'entendaient pas. Maintenant, il y a aussi une dimension un peu cynique et parfois trop d'habileté peut tuer l'habileté. Comme le reste de la liste est effectivement assez peu divers d'un point de vue politique, en tout cas, à la limite, on s'en fiche un peu des noms qu'il y a sur la liste. C'est surtout qu'est-ce que cette liste incarne. Et c'est là où, effectivement, ça n'incarne rien de très différent de ce que le gouvernement a déjà dit et surtout de ce qu'on a entendu Madame Loiseau commencer à exposer, qui est toujours la rhétorique des progressistes contre les nationalistes. Et je doute que ce soit une solution pour l'Europe. Alors tout de même, restons un peu sur ces noms qui ont créé des remous, pour ne pas dire un choc. C'est le cas de Pascal Canfin. Quelques commentaires en vrac autour de son apparition sur cette liste. Celle de David Cormand, le patron d'Europe Écologie Les Verts sur France Info. Il dénonce, je cite, une capitulation en rase campagne. Il va donner une caution écolo à La République En Marche. Alain Bougrain-Dubourg, c'est un choc parce que je le croyais enraciné dans le mouvement associatif depuis longtemps. C'est un pari ambigu pour lui. Très honnêtement, je me sens mieux à ma place qu'à la sienne. Incompréhension totale également chez Olivier Faure. Ce matin sur France 2, Yannick Jadot sur France Inter. Écoutez. Je ne sais pas s'ils sont en marche, mais je sais que s'ils marchent, ils marchent toujours dans le sens du vent, ceux qui les rejoignent. Parce que comment comprendre que Pascal Canfin, qui a quitté le gouvernement de François Hollande, parce qu'il était trop à droite de son point de vue, rejoigne aujourd'hui La République En Marche, qui est plus à droite encore. J'avoue que je ne comprends pas. Ça m'attriste. Il y a quelques mois, il était sur votre antenne, en train de dire à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron parce que il renonçait sur les grands dossiers de l'écologie, le climat, les pesticides, la pollution de l'air. Et là, il rejoint une liste qui va être effectivement une liste en même temps. Vous allez avoir Pascal Canfin, qui, je crois, est toujours contre les pesticides et le glyphosate. Et puis en numéro 4, le représentant des agriculteurs qui est pour le glyphosate et pour les pesticides. Moi, quand j'entends toutes ces réactions, je me pose une question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de poursuivre cette stratégie qu'on lui connaît maintenant depuis presque 2 ans d'atomisation des oppositions ? Pierre Jacquemin. En tout cas, il a réussi, c'est sûr, de faire exploser le champ politique. Et sans doute, il est encore en train de le faire. Sans doute, il continue. Après, quand je disais tout à l'heure qu'il avait assez bien réussi sans lui, d'ailleurs. Mais quand il a fait le choix de prendre Nicolas Hulot dans son gouvernement pour verdir son action politique, il en a fait la démonstration qu'il n'a pas été capable. Bon, il y a eu une sortie de route, pas une sortie de route, mais une sortie du gouvernement de M. Hulot, qui a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de politique écologique compatible avec la politique de ce gouvernement. C'est vrai que Canfin, c'est assez inexplicable, si ce n'est par la question opportuniste. Canfin, il a été utile à la société civile sur la question écologique. On a besoin d'un mouvement social, un mouvement civique, civil, fort dans la société pour que c'est seulement une prise de guerre. Ça ressemble à une prise de guerre, mais pour faire quoi ? Encore une fois, il vient de le dire, Yannick Jadot l'a dit très bien, et il y a un moment donné, on ne peut pas être numéro 2, quasiment tête de liste d'une liste qui est celle de cette majorité, avec des revendications fortes contre le glyphosate, contre les pesticides, contre les traités de libre-échange, et se retrouver avec un numéro 4 qui aujourd'hui revendique tout le contraire. Donc ça montre aussi ce que je disais tout à l'heure, l'absence de cohérence politique et juste l'effet d'optique, l'effet d'illusion, l'effet de communication sur une liste qui est très belle, qui montre qu'il y a une diversité politique, parce qu'il y a des jupéistes, parce qu'il y a des écolos, parce qu'il y a des gens possiblement qui viennent de la gauche, du Modem, voilà. Mais derrière, il n'y a pas, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de vision politique, il y a une vision technocratique, puisque c'est elle qui l'incarne, c'est la tête de liste, et c'est l'ancienne ministre Nathalie Loiseau. Nicolas Tenzer. Je pense qu'il y a d'abord deux choses à dire. Premièrement, si on considère le parti écologiste, en fait, justement, il n'y en a pas.
C'est-à-dire qu'en fait, les écologistes sont profondément divisés entre, effectivement, des gens qui sont chez Jadot, des gens comme Canfin, des gens qui vont rejoindre d'ailleurs la liste PS Glucksmann. Et de toute manière, il y a toujours eu une multitude de partis écologistes, certains plus à gauche, d'autres plus à droite, certains plus, disons, réalistes. Parce qu'aucun parti n'a le monopole de l'écologie. On n'a absolument rien qui soit comparable au Vert, qui est quand même un pilier, je dirais, en Allemagne, qui est un pilier aussi, le groupe Vert, du Parlement européen, même s'il est loin d'être majoritaire, bien sûr. Donc on n'a rien de tout cela. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne Pascal Canfin a déjà été parlementaire européen, et il a, au Parlement européen, quand même bataillé pour un certain nombre de progrès de l'écologie. Ça a été un excellent ministre, y compris d'ailleurs reconnu par des gens de droite, de la coopération et du développement, vraiment un des meilleurs ministres depuis une vingtaine d'années, et il a effectivement démissionné, et je pense que c'est sa démission qui n'a pas été tellement comprise à l'époque de François Hollande, parce que justement c'était un des poids lourds du gouvernement. On peut penser que Canfin étant assez indépendant, au Parlement européen, parce qu'il ne faut pas uniquement raisonner à partir des lauréates, des prismes effectivement de la politique nationale, au Parlement européen, Pascal Canfin sera certainement un avocat de la cause écologique très fort, et je ne crois pas qu'il obéisse nécessairement à disons, il sera obligé parfois de mettre de l'eau dans son vin, très probablement. On verra. Encore une fois, je crois que c'est un homme libre et qu'il aura vraiment sa présence aussi. Et c'est ça qui est très important. Par rapport à la volonté que vous évoquiez d'aller atomiser les oppositions, en tout cas en particulier à l'échelle française, le Parti socialiste, les Républicains, et à l'échelle du Parlement européen, le groupe des sociodémocrates et le PPE, effectivement, la volonté a toujours été la même, à défaut d'avoir une ligne politique cohérente. Sauf que, même si vous jugerez sans doute que je ne suis pas objectif sur ce point, le problème essentiel qu'a Emmanuel Macron, c'est que du côté des Républicains, l'opération ne marche pas, puisque le casting qui a été fait et qui a été proposé, en particulier la personnalité de François-Xavier Bellamy, indépendamment, et attendez, ça grimpe un peu, mais... Oui, mais c'est la seule structure politique qui, à l'échelle française, progresse, de manière, certes, peut-être encore timide, mais c'est la seule structure qui progresse, et qui est capable, au-delà des scores ou des sondages, d'évoquer une vision, d'expliquer une vision. On peut toujours attaquer, on peut toujours critiquer, mais aujourd'hui, quand on écoute les différents débats, le parti Les Républicains pose un véritable problème à Emmanuel Macron, parce que nous sommes en mesure de donner une vision. C'est pour ça qu'il essaye d'aller siphonner les voix. Et j'allais vous le dire, on voit bien que les attaques de Madame Loiseau ont été quand même massivement orientées vers les Républicains, où une de ses premières interviews était quand même très claire sur les orientations. Et cela explique aussi cet enrobage qui était évoqué, cet enrobage totalement caricatural et manichéen des progressistes contre les nationalistes, où grosso modo, on veut nous refaire le coup du « moi ou le chaos ». On a vu qu'en réalité, on a eu les deux, M. Macron et le chaos. Et on veut essayer de reprendre les gens pour des imbéciles au moment des élections européennes, parce qu'on sait très bien qu'en caricaturant ce clivage, on affaiblit, entre guillemets, la droite traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Sébastien Ferjou ? Je pense que le choix de Laurent Wauquiez se révèle plus habile, effectivement, que beaucoup de commentateurs l'ont vu. Après, pour une raison assez simple, et que je crois avoir soulevé ici même au tout début, quand justement tout le monde pensait que c'était une liste un choix qui avait vocation à aller dans le mur, en jouant sur les différentiels de mobilisation, c'est habile. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy est susceptible de mobiliser un électorat qui se déplace plus que d'autres dans les urnes. Donc, dans un contexte d'abstention très élevé, puisque là, on est quand même sur des taux d'abstention, des prévisions d'abstention à 60%, c'est habile. Il en irait totalement différemment si c'était une présidentielle. C'est-à-dire que ça serait difficile de construire là-dessus parce qu'il y aurait un plafond de verre, étant donné que même si François-Xavier Bellamy peut faire venir un électorat qui se mobilise plus, cet électorat ne monte pas jusqu'au ciel et en tout cas ne permettrait certainement pas de dépasser 50% dans une présidentielle. Maintenant, effectivement, on voit que les Républicains ont repris un petit peu le chemin des idées. Je ne suis pas encore certain que dans le grand public, au sens large, cette idée-là soit totalement installée. Et juste un mot sur l'idée de la stratégie éventuelle d'Emmanuel Macron de fracturer les oppositions et là d'aller siphonner les voix des Verts, par exemple ? Oui, mais à l'arrivée, tout ça ressemble quand même beaucoup à du casting, et tout ça ressemble beaucoup à des habiletés et assez peu à de la politique. C'est-à-dire qu'on est censé vivre dans un nouveau monde, on voit quand même essentiellement des ficelles d'un ancien monde. Et c'est ce que je vous disais, la prestation de Madame Loiseau face à Madame Le Pen sur France Télévisions il y a 2 semaines était assez révélatrice de ce point de vue-là. Et n'oubliez pas, sur la question de la droite, que 2/3 des électeurs républicains à la fin de l'émission se disaient convaincus par Madame Le Pen, alors même que Madame Le Pen venait de vivre un moment qui n'était pas si éloigné que ça
savent, c'est une espèce de rechute de son débat d'entre-deux tours. Et pour autant, ce que tout le monde a retenu le lendemain, c'était que Mme Loiseau avait de la difficulté à prendre son envol. Donc ça montre les limites de choix technocratiques, ça montre les limites. Moi, surtout, je crois que ce qui est dommage dans ce qu'on voit à l'heure actuelle, mais pas seulement chez En Marche, mais beaucoup chez En Marche malgré tout, c'est qu'il y a un renoncement à aller chercher les gens qui ne sont plus dans la politique. C'est-à-dire que là, on voit au-delà de la stratégie d'atomiser les oppositions, moi, ce que je vois surtout, c'est une stratégie sociologique, une stratégie visant à bétonner un bloc sociologique en renonçant totalement à aller chercher les gens qui sont dans l'abstention. Mais il y a des limites dans cette stratégie-là, parce que l'abstention, avant, c'était des gens qui étaient juste en retrait, qui disaient « vous nous énervez avec vos histoires, on ne croit plus à votre efficacité, on vit notre vie dans notre coin ». Là, l'abstention, elle est en train de prendre une autre tournure. C'est-à-dire que vous avez des gens dans l'abstention, mais qui sont dans une espèce de colère et d'exaspération vis-à-vis du système. Et ne pas traiter ce mal-là politiquement, je trouve ça extrêmement dangereux, et toute l'habileté qu'il peut y avoir, parce que Emmanuel Macron peut estimer que sa liste arrivera ou que la liste de La République En Marche arrivera en tête le soir des élections européennes, mais n'oublions pas qu'en l'état, 22% à 60% d'abstention, ça fait 8% du corps électoral. On lui reprochera toujours cette même... Oui, mais cela dit, effectivement, ça c'est quand même traditionnel pour les élections européennes, où malheureusement l'abstention est toujours forte, et ça ne va pas changer. Je pense que l'un des vrais sujets, si on prend la comparaison avec les élections européennes de 2014, est de savoir combien fera la liste du Rassemblement national. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, c'était 24,91%. Donc c'était quasiment 25%. Et on peut penser, ou espérer plus exactement, que Mme Le Pen, cette fois-ci, fera quand même un score nettement inférieur. Ça voudra dire une défaite du Front National. Il ne faut pas oublier aussi que la liste de l'UMP à l'époque, c'était 20,81%. C'était quand même ça. Le PS était à 13,80. Non mais d'accord, mais une défaite du Front National, ça ne va pas changer l'Europe de demain. C'est un projet politique absurde, c'est un projet politique orphelin. C'est vraiment n'avoir rien à dire sur le réel que d'avoir pour seul projet vaincre le Front National qui est une menace, c'est un monstre, un tigre de papier. Je suis d'accord qu'avec... Il y a un point totalement absurde. Il y a un point sur lequel nous sommes totalement d'accord, c'est qu'effectivement, l'abstention est en soi le vrai problème pour des élections sur l'Europe. Parce que pour toutes les élections de manière générale. Voilà, mais enfin, encore une fois, sur les questions européennes, c'est particulièrement fort. Le vrai sujet, et ça c'est un sujet sur le fonctionnement du Parlement européen, c'est est-ce que nous allons avoir des groupes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient en marche, qui vont peser au sein du Parlement européen. Aujourd'hui, avec une majorité d'élus du Front National qui sont au Parlement, enfin, du côté français, c'est comme le plus grand groupe français, la plus grande représentation française au Parlement européen. Ce sont des voix perdues pour l'Europe. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on va avoir des gens de tous les partis qui vont vraiment tenir leur place, qui vont être présents dans les commissions, présents dans les groupes de travail et qui vont faire cesser l'abstentéisme qui est quand même... Je voudrais qu'on s'arrête sur les têtes des listes. Le principal parti reste le PPE. Des autres partis, justement. Parlons de ces autres partis. En 2017, lors des législatives, c'est La République En Marche qui semblait impulser le renouvellement dans la classe politique. En 2019, ce sont les autres partis qui optent pour le renouvellement. Si vous ne les connaissez pas encore, ces têtes de liste, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Je vais vous en présenter quelques-uns et leur vision de l'Europe. Écoutez. L'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est régulée dans ces traités, organise la compétition plutôt que la coopération, alors qu'elle nous avait vendu la coopération. L'Europe, c'est l'histoire de ma vie, c'est la cause de ma vie. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans remodeler, refonder la légitimité de l'Union européenne. Je pense que l'Europe, c'est la solution à nos problèmes, justement. C'est parce que je suis né avec cette Europe du chômage de masse, de l'impuissance collective, du terrorisme et de l'immigration clandestine que j'y suis opposé. Il n'y a pas un peuple européen et par conséquent, il n'y a pas d'État européen. Il y a une civilisation européenne magnifique et le beau modèle que l'Europe doit inventer, c'est ce modèle d'une alliance de démocratie. Voilà pour quelques candidats. Certains parlent du bal des grands inconnus. À une autre époque, les têtes de liste européennes, c'était des responsables politiques qui avaient une notoriété, une expérience d'un autre niveau. Regardez juste qui était candidat il y a pile 20 ans, 1999. François Hollande pour le PS, Charles Pasqua pour le RPF, Nicolas Sarkozy pour le RPR, Daniel Cohn-Bendit pour les Verts, François Bayrou pour l'UDF, Robert Hue pour le PCF, Jean-Marie Le Pen pour le FN, Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière et LCR. Pierre Jacquemin, c'est vrai qu'on a un vrai changement. Et combien d'entre eux ont réellement siégé au Parlement européen? Ah oui, alors, absolument. C'est toute la question, justement. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir des tout jeunes candidats, tout nouveaux en politique, un jeu de renouvellement, semble-t-il, de la part des partis, alors qu'il y a 20 ans, on avait des vraies têtes d'affiche? C'est aussi, ça dit aussi beaucoup du rapport que l'on a, nous, en France, à la question européenne. On voit aussi que l'échiquier aujourd'hui, ou en tout cas la manière dont on nous présente la question européenne, elle n'est pas la priorité des formations politiques.
Elle est accessoire. Et d'ailleurs, on le voit d'autant plus qu'on voit bien que dans toutes les formations politiques, ça a été un débat qui a cristallisé, ou en tout cas qui a clivé. Ça veut dire que c'est pas un sujet qui a été forcément appréhendé. On voit bien qu'à gauche, c'est un sujet, que la question européenne, c'est un sujet qui clive, et qu'à droite, c'est un sujet qui a aussi clivé. On l'a vu au début avec les Républicains. Est-ce que les Républicains étaient pour ou contre la sortie de l'Union européenne? Au Rassemblement national, le débat a été le même. À gauche, le débat a été similaire. Mais encore une fois, la question, elle est aussi de la manière dont on veut traiter la question européenne. Emmanuel Macron, effectivement, on l'a dit, quand il théorise la question européenne entre il y a le chaos et je suis le seul à pouvoir résister face à ce chaos, il faut que les autres formations politiques contestent cette ligne de fracture. La gauche, aujourd'hui, n'est pas en capacité de contester cette ligne de fracture. Elle joue le jeu d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, le paysage politique tel qu'il se dessine à gauche, avec je ne sais plus combien de pléthores de listes qui sont aujourd'hui à gauche, avec un discours qui semble similaire, montre le peu d'intérêt. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'au moins on a réussi une chose. Au moins l'ensemble des formations politiques, à part peut-être la liste qui sera soutenue par Asselineau ou je ne sais plus qui d'autre, plus personne aujourd'hui dit qu'il faut sortir de l'Union européenne. Ça, c'est peut-être une première victoire. Mais à gauche, quand vous prenez le panel de ce qui se passe à gauche, vous écoutez tous sur la question démocratique, sur la question sociale, la question écologique, ils racontent tous à peu près la même chose. Alors que l'enjeu aujourd'hui, compte tenu de la crise sociale que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi de contester l'hégémonie à Emmanuel Macron, et c'est surtout de faire un barrage à l'extrême droite. Corentin Le Fur, comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux visages? Est-ce que c'est une manière de ne plus respecter ou de ne pas respecter ces élections européennes, d'en faire des tremplins, d'en faire des couloirs pour arriver plus haut? Non, parce que, bon, vous savez, alors c'est sûr que par rapport à 99, je regrette de n'avoir pas pu faire campagne pour une liste qui avait le panache de celle de Charles Pasqua, par exemple. Ça, c'est clair, puisque vous me cherchez sans doute là-dessus, mais à 10 ans, c'était un peu court. Je pense qu'il y a deux choses. Il y avait effectivement des poids lourds, il y avait des têtes d'affiche, mais pas forcément des représentants qui, une fois élus, faisaient de manière remarquable le travail qui doit être fait au Parlement européen, c'est-à-dire, on sait, un travail de lobbying au sens noble du terme, entre élus, d'être capable d'avoir de l'influence, de défendre les intérêts nationaux, parce qu'on sait très bien... Ceux-là, ils seront à temps plein sur l'Europe, rien que pour l'Europe? Il est évident qu'aujourd'hui, moi qui connais bien aussi l'Allemagne, la différence que nous avons depuis des décennies, c'est que quand on envoie des parlementaires allemands, tous partis confondus, on envoie des gens qui sont des techniciens, qui sont très souvent des multilinguistes, enfin qui ont des compétences linguistiques importantes, qui sont spécialistes dans certains sujets et qui siègent de manière technique dans des commissions pour défendre pas les intérêts d'une espèce de machin européen, mais les intérêts de leur nation. Ce qu'on n'a pas su faire en France, où on s'est fait complètement squeezer, où grosso modo, là où les Allemands tenaient la commission des finances et la commission du contrôle budgétaire, on a des représentants à la commission de la pêche. J'ai beaucoup de respect en tant que Breton pour la commission de la pêche, mais on a raté des intérêts stratégiques. Donc là, il y a peut-être un vrai virage. Et aujourd'hui, il y a un virage où on doit enlever des nouvelles personnalités avec un regard neuf qui doivent jouer leur rôle. C'est une vision assez optimiste des choses, donc ce serait bien si effectivement c'était ce qui allait se passer. Je pense que les choix qui ont été faits l'ont été assez largement aussi pour des raisons probablement un peu moins nobles ou un peu ambitieuses. On voit bien que Laurent Wauquiez ne voulait pas prendre le risque de ce qu'un certain nombre de gens dans son camp lui annonçaient comme une défaite, en lui promettant d'ailleurs derrière de l'évincer de la tête du parti. Personne ne voulait y aller. On pourrait le soutenir aussi pour Madame Le Pen. On voit bien qu'Olivier Faure a de la peine à incarner le Parti socialiste, donc de toute façon, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des impossibilités et que ces choix-là ont été aussi le résultat de la faiblesse politique, à vrai dire, de l'ensemble de l'échiquier français. Maintenant, je suis d'accord avec vous, sur l'ambition, on a tout intérêt à envoyer des parlementaires qui fassent réellement leur travail, et au-delà de ça d'ailleurs, à arrêter peut-être de toujours vouloir le commissaire et plus miser sur les postes d'influence. Le directeur de cabinet d'un commissaire européen est en général plus important que le commissaire, parce que c'est effectivement lui qui prépare les projets de direction. Je pense qu'il y a effectivement cette obligation, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, de professionnalisation des parlementaires européens. Il faut vraiment des gens qui sont vraiment à temps plein là-bas, qui parlent anglais, c'est absolument une nécessité. Il n'est pas question de ne pas parler anglais, même si on peut s'exprimer en français au Parlement européen. Voire allemand. Voire allemand. Je pense que c'est tout à fait important. Et vous avez eu, malheureusement, un certain nombre de têtes quasiment dans tous les partis. On peut citer Arnaud Danjean du côté, effectivement, des Républicains, qui est remarquable. On peut citer Yannick Jadot, qui était très présent au Parlement européen. Daniel Cohn-Bendit de Colguetta était très présent. On avait des gens comme Gilles Savary, on avait des gens comme Alain Lamassoure. Donc je prends volontairement des gens aussi bien de gauche que de droite qui étaient présents.
Je pense que c'est ça l'obligation. Avec la liste, malgré tout, de LREM, on a quand même l'impression d'avoir des gens qui ne sont pas nécessairement très connus, mais qui vont faire le boulot. Et je pense que c'est ça qui est important. Et il faut espérer que les autres listes, que ce soit les élus parce que là, on parle des autres, LR, effectivement, soient là. C'est pour ça aussi que je parlais d'espèce de poids mort du effectivement, du Front National, parce que eux, effectivement, ils n'étaient pas présents. Ils ne défendaient même pas leurs idées, que, évidemment abominables, mais ils étaient quasiment pas présents. C'est ça le vrai. Certains l'ont été. Certains l'ont été. Mais après, moi j'entends ce que vous dites sur la liste LREM, mais je vois Sandro Gozzi, vous savez, qui est ancien ministre de M. Prodi et qui par ailleurs est le président des fédéralistes européens. Mais si on suit cette logique-là, que veut LREM? Parce que si on avait une Europe fédérale et où effectivement la majorité, ou ce qui l'emportait dans les rapports de force en Europe, c'était la majorité au sein de l'hémicycle européen, je ne suis pas certain que ça irait véritablement dans le sens de ce que souhaite LREM ou la France pour l'Europe. Donc il faut être un peu cohérent parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets de manche et beaucoup d'effets d'affichage et je ne doute pas qu'un certain nombre des personnalités que vous citiez seront capables de travailler, mais quand même, il n'y a pas une ligne politique extrêmement claire et surtout pas très coordonnée à la réalité des rapports de force. 30 secondes. 10 secondes. Ce qui sera fondamental aussi, ce sont des profils qui restent en connexion permanente avec les territoires, parce qu'aujourd'hui, la véritable fracture, c'est avec les territoires. Un exemple tout bête, il y a 10 milliards de fonds européens structurels qui ne sont par exemple toujours pas utilisés. Il faut des élus qui soient capables de prendre ces sujets à bras-le-corps en lien avec les territoires. Pierre Jacquemin, oui, très rapidement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est assez juste. Regardez les profils qui émergent aussi à gauche. Vous prenez Manon Aubry, qui est une spécialiste de la question de l'évasion fiscale. Ce sont des sujets qui sont des sujets cruciaux pour savoir où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent, où est-ce qu'aujourd'hui il y a des entreprises à condamner, et voilà, donc du coup c'est aussi des profils comme cela. Je pense à la liste communiste qui représente aussi beaucoup d'ouvriers qui sont des déshérités justement de la désindustrialisation. Merci. Et donc c'est important d'avoir ce type de profil aussi. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.